Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Invitation au voyage. Un tour de manège à Coney Island, un passage par la gare de Grand Central Terminal ou la traversée du pont de Brooklyn. Aujourd'hui, nous allons buller à New York grâce à Winsor McCay, le père de Little Nemo, le héros d'un comic strip qui a passionné les Américains. Ici, ce n'est pas le Vietnam, mais Évry-Courcouronnes en région parisienne. Aujourd'hui, dans l'héritage, nous irons à la rencontre de ces Français venus du pays du dragon, la deuxième diaspora vietnamienne dans le monde après les États-Unis. Je suis arrivée le 14 juillet 1975. C'est une sorte de seconde naissance et en France. Vous avez toujours rêvé de faire des makis chez vous? Eh bien, on vous emmènera à Tokyo pour connaître les astuces de la préparation de ces makis géants, les futomaki. Et au passage, vous allez même apprendre à cuisiner l'omelette à la japonaise. Nous nous arrêterons enfin à Zurich et je vous raconterai comment servir des saucisses fumées à table a pu ébranler toute la chrétienté. Mais avant d'aller plus loin, une petite mise en jambe avec la devinette. L'Éthiopie n'en finit pas de fournir des champions de marathon, mais à Addis Abeba, la capitale, certains pratiquent un sport plus insolite sous ces latitudes, la pétanque. À votre avis, comment ce grand pays d'Afrique s'est-il mis à tirer et à pointer? La réponse, ce sera en fin d'émission. Allez, pour commencer, on part à New York. Je vous invite à la fête foraine avec un jeune héros de bande dessinée qui s'appelle Little Nemo. Il a entraîné des millions d'Américains au pays de ses rêves. C'est notre inspiration. Au début du XXe siècle, New York est le berceau d'une œuvre vertigineuse d'inventivité. 549 planches de ce qui est considéré aujourd'hui comme une référence incontournable de la bande dessinée pour les libertés narratives et graphiques qu'elle s'autorise, Little Nemo. Son auteur, Winsor McCay, est un trentenaire ambitieux qui vient de quitter Chicago pour la ville de tous les possibles. Le 15 octobre 1905, paraît dans le New York Herald la première aventure du petit Nemo, un enfant au pays de Slumberland, le pays des songes dont il cherche désespérément à rencontrer la princesse. Le succès est immédiat et presque chaque semaine pendant 20 ans, les New-Yorkais attendront avec impatience les nouvelles péripéties du jeune rêveur dans cette ville qui se métamorphose à vitesse grand V. En 1902, Winsor McCay a une trentaine d'années. Il a choisi de s'installer à Coney Island, à l'écart du centre bouillonnant de Manhattan, mais tout près de Luna Park, qui vient d'ouvrir dans le quartier de Brooklyn. Il est là, en terrain connu, puisqu'il a produit auparavant des milliers de dessins comme publicitaire pour divers parcs d'attractions et comme dessinateur forain, a croqué et caricaturé sur le vif ce monde coloré et populaire, alors très en vogue, où petits et grands viennent éprouver le dépaysement dans un décor fantasmagorique. J'ai grandi dans les années 70 et il y avait chez moi un gros livre à couverture rigide qui s'est retrouvé entre les mains de beaucoup de jeunes dessinateurs ou de personnes qui ont fini par devenir dessinateurs. Et Winsor McCay avait un grand chapitre. J'avais l'âge de Nemo et j'étais le public idéal. Chaque idée, chaque case était un espace où l'imagination d'un enfant pouvait se projeter. À quoi cela ressemblerait-il si ma maison était à l'envers? Comment mangerais-je? Que se passerait-il si ma maison était couchée sur le côté ou si elle se trouvait dans le monde de Little Nemo? Si cette magnifique cathédrale était sur le côté ou à l'envers? Si je devenais petit et que tout devenait grand? Ou si je devenais grand et que tout devenait petit? Si quelque chose de mou devenait dur? Etc. etc. Cet univers de machines farfelues peuple le monde du jeune Nemo. De son propre aveu, Winsor McCay conçoit chacune de ses planches comme un tour de manège. De la galerie des glaces aux montagnes russes, les parcs d'attractions proposent un ensemble d'expériences corporelles dont le dessinateur se souvient.
Si vous faites un tour de manège à Coney Island, votre corps se déplacera de boucle en boucle. Il sera suspendu, soulevé, redescendu. Vous pouvez éprouver de nombreuses sensations de rêve comme celles que recherchait Winsor McCay. Dans le New York du début du XXe siècle, qui accueille chaque jour plusieurs centaines de nouveaux arrivants, les corps aussi se bousculent, sont emportés, arrêtés, poussés par le mouvement de la ville. Au cœur de Manhattan, tout près du journal qui publie Little Nemo à partir de 1905, se construit alors la plus grande gare du monde. La foule qui va et vient à Grand Central Terminal est une expérience très new-yorkaise et tout à fait dans l'esprit du New York en pleine construction dans lequel Winsor McCay vivait. Au moment où cette gare a ouvert, au début des années 20, il était devenu un dessinateur célèbre et il faisait la chronique de la croissance de la ville dans plusieurs journaux, de la même manière que dans ses bandes dessinées. Il y a cette planche qui commence avec une plaine vide et où Slumberland, avec ses flèches et ses tourelles, émerge lentement du sol. McCay faisait en quelque sorte cela avec New York, avec Manhattan. Il documentait la croissance de cette ville gigantesque avec tous ses habitants qui forment une foule grouillante. Cette ville tentaculaire est un monde où l'on se perd, comme Nemo se perd souvent en chemin. À l'invitation du roi Morphée, le garçon cherche à rejoindre le royaume de Slumberland et la princesse qui l'habite, sur un chemin semé d'épreuves. Cette figure du labyrinthe qui hante le récit de McCay se retrouve aussi dans l'architecture de la gare, avec ses différents niveaux, ses couloirs, ses rampes qui s'interconnectent. Même si Winsor McCay n'a jamais dessiné Grand Central Terminal, le fait est qu'elle a été planifiée et construite pendant la parution de Little Nemo. Et cela me fait presque me demander si les concepteurs de Grand Central Terminal, lisant cette bande dessinée chaque semaine, n'y auraient pas piqué quelques idées. La grandeur de l'architecture, le mélange d'un style très classique et de toutes ces touches modernes d'art déco sont tout à fait dans l'esprit de McCay. À l'image de cette ville qui se permet toutes les audaces architecturales et se distingue par ses premiers gratte-ciel, McCay bouscule les codes de la bande dessinée naissante avec des cases de hauteur inégale et une extrême liberté dans la composition de la page. Cet autodidacte, qui a grandi dans la campagne du Michigan, incorpore dans son univers graphique les utopies des bâtisseurs new-yorkais. Au cours d'un voyage en dirigeable qui occupe une partie de ses aventures, Nemo rend hommage à un bâtiment emblématique de la ville, le pont de Brooklyn, l'un des premiers ponts suspendus du monde. Voici le pont de Brooklyn, l'une des merveilles du monde. Dans de nombreux rêves, on voit Nemo et Flip, son acolyte, se perdre dans ces structures géantes. Et il y a beaucoup de jeux d'échelle. Parfois, ils sont nains face à des bâtiments géants, des papillons gigantesques, et d'autres fois, ils s'effacent devant les autres. Le lit de Nemo se transforme en une créature géante qui marche, et ils se promènent tous les deux dans tout le sud de Manhattan, autour de la skyline. Vous savez, nous voyons ici des choses comme le Woolworth Building et les tout premiers gratte-ciel. Travailleur infatigable, Winsor McCay bénéficie de la guerre que se mènent à l'époque les journaux pour attirer les lecteurs. La bande dessinée s'impose dans les pages des grands quotidiens. McCay en devient l'une des stars au point qu'un spectacle tiré de Little Nemo se joue sur Broadway. À côté de Nemo, il invente d'autres mondes, plus ou moins satiriques. Celui de Little Sammy Sneeze, un petit garçon dont l'éternuement intempestif détruit tout autour de lui. Ou encore les cauchemars de l'amateur de fondue au Chester, un bijou d'humour noir. Il s'agit là moins de l'architecture et de son développement que des gens de tous les jours et de leurs angoisses. Des gens qui vivaient peut-être de l'autre côté du pont de Brooklyn.
Ronald Wimberly, tout droit de Brooklyn. J'étais justement en train de parler de Winsor McCay et de sa relation avec la ville de New York. Waouh, oui. Je veux dire, il est la quintessence du dessinateur new-yorkais. Avant que tu arrives, je parlais du fait que de l'autre côté du pont de Brooklyn, il y a les roturiers et les petits bourgeois de Brooklyn. Les cauchemars de l'amateur de fondue au Chester. J'aime ce livre parce qu'il traite moins de l'aspect architectural grandiose de New York que des cauchemars anxieux et des rêves des New-Yorkais de tous les jours. Il y a un épisode où c'est une femme qui dit à son mari qu'elle n'arrive pas à trouver un nouvel appartement à Manhattan. J'ai cherché dans les quartiers chics, dans l'Upper East Side, dans tous les quartiers. Et le cauchemar atteint son paroxysme quand elle dit « Nous allons devoir déménager à Brooklyn ». Je suis désespérée, chérie. Ne te mets pas en colère, mais j'abandonne. Nous n'avons pas le choix. Nous devons déménager à Brooklyn. Oh, quel cauchemar! Ne me torture pas, je t'en supplie. Nous sommes perdus. Ainsi soit-il. Oh les cœurs, rappelle-toi que le pire est encore à venir. Sois courageux, mon petit. Sois courageux. Aujourd'hui, il est peut-être moins cher de vivre à Manhattan dans certains endroits. La métamorphose qui est en marche partout dans la ville trouve une expression particulièrement spectaculaire dans l'œuvre de Winsor McCay. Cet homme à la vie bien réglée, essentiellement dédié au travail, a créé un univers aux apparences trompeuses et menacé par le chaos. Au royaume des rêves du petit Nemo, la nature en particulier constitue une merveilleuse surprise en même temps qu'une menace. Chez McCay, un arbre de Prospect Park, dans le quartier de Brooklyn, peut devenir en quelques cases un rhinocéros furieux. Comment ne pas y voir l'influence de la psychanalyse? L'interprétation des rêves de Sigmund Freud est éditée en 1900. Quand Little Nemo apparaît, la popularité de cette discipline a conquis l'Amérique. La nature a une très grande place dans la ville. En fait, à New York, on peut trouver beaucoup d'endroits comme celui-ci où elle est très présente. Je pense que Winsor McCay a été très inspiré par ce type de paysage. Et même s'il dessinait beaucoup de détails architecturaux et de paysages urbains, il était aussi très inspiré par cette nature folle, cette nature écrasante, qui peut même parfois dévorer la ville elle-même. La nature sauvage n'est jamais loin de la ville et peut reprendre ses droits sur les paysages urbains. Je pense que c'est lié à la psychologie des rêves, à laquelle McCay s'intéressait beaucoup. Il y a tout un langage sur la psychologie des rêves et sur le fait que tout est possible à tout moment, que l'architecture peut se transformer en arbre et que toutes ces choses se métamorphosent. Ce n'est jamais figé et c'est toujours en évolution. Au cours de la traversée sur 2 décennies de cet univers mouvant, instable, inquiétant parfois, qui constitue la toile de fond des aventures de Little Nemo, le jeune héros ne vieillit pas, du moins en apparence. Car au bout du voyage, sa timidité, sa réserve, sa frilosité ont disparu pour faire place à un indiscutable goût pour l'aventure. Little Nemo est comme la plupart des contes. Il y a la princesse et Little Nemo est comme en quête. Il essaye de trouver cette princesse. C'est un peu comme si on se perdait tout en explorant, en expérimentant et en apprenant des choses tout au long du voyage. Cette quête du jeune héros a porté celle de son créateur à travers 20 ans d'expérimentation graphique et scénaristique qui ont donné leur lettre de noblesse au tout jeune 9e art. Touche à tout, McCay découvre en cours de route le dessin animé, alors à ses balbutiements. Il en devient également une des figures majeures. Quand
Quand il meurt prématurément, à 60 ans à peine en 1934, New York perd un artiste qui a su dire à travers une langue toute neuve la poésie de la ville qui ne dort jamais. Regarde, les étoiles apparaissent. Ça commence à être plus gai. Winsor McCay a dessiné le pont de Brooklyn, vous l'avez vu. Une vingtaine d'éléphants ont marché dessus, notamment Jumbo. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Chaque jour, 107 000 véhicules, 32 000 piétons et près de 4 000 vélos l'empruntent. C'est le pont de Brooklyn. Et le 17 mai 1884, c'est un curieux cortège qui s'élance, composé de chameaux, de dromadaires et de 21 éléphants amenés par le plus grand d'entre eux, Jumbo. Qu'est-ce que foutent 21 éléphants sur un pont? Quand il est inauguré l'année précédente, le pont de Brooklyn semble défier les lois de la gravité. 80 mètres au-dessus de l'East River, de quoi donner le vertige. Quelque temps après son inauguration, la chute d'une femme dans un escalier entraîne un mouvement de panique. Au secours, le pont va s'effondrer! Bilan, 12 morts. Ces 1825 mètres de long relient New York à Brooklyn. Brooklyn, à l'époque, ce n'est pas un quartier, mais une ville, et même la 4e plus grande du pays. De part et d'autre du fleuve, les habitants s'inquiètent. Ce pont, il est solide ou pas? Eh ben oui, regardez, 21 éléphants le traversent, dont Jumbo, présenté comme le plus grand du monde. C'est son propriétaire qui a eu l'idée de cette grande traversée rassurante. P.T. Barnum a fait fortune avec ses cirques itinérants et sur le dos de son éléphant. Avant d'emprunter le pont de Brooklyn, Jumbo a déjà pas mal voyagé, symbole du rapport entre le monde occidental et l'Afrique. Le premier considérant qu'on peut se servir chez le second comme dans un magasin où tout serait gratuit. Jumbo est arraché à son Éthiopie natale, assez jeune dans les années 1860. Il passe par la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, puis le zoo de Londres où le petit Winston Churchill serait monté sur son dos, avant d'être racheté par P.T. Barnum. Avec ses presque 4 mètres et ses 7 tonnes, il est impressionnant. C'est un soigneur qui lui a donné son nom. Jumbo pourrait être un emprunt du mot Jambo. En swahili, ça veut dire bonjour. Mais en américain, Jumbo renvoie désormais à tout ce qui est grand. Jumbo Jet, par exemple, c'est le 747, un bon gros Boeing. Ce n'est pas un avion, mais une locomotive qui, en le percutant après une tragique erreur d'aiguillage, met fin brutalement à sa vie nomade le 15 septembre 1885. Un éléphant, ça trompe énormément, dit-on. Jumbo, lui, n'a jamais trompé personne. Direction Paris maintenant. Je vous invite dans les grandes tours du 13e arrondissement. Vous allez voir qu'elles accueillent une richesse culturelle passionnante, celle des Français d'origine vietnamienne. Ça, c'est les coupures de journaux que mon père a coupé pour garder en souvenir. C'est lui-même qui a construit ce patchwork-là. C'est un peu le résumé de notre vie. Je suis partie du Vietnam le 30 avril 1975. C'est la chute de Saigon et c'est le jour même que ma famille est partie sur un cargo commercial. Je suis arrivée le 14 juillet 1975. C'est une sorte de seconde naissance et en France. C'est une vague de réfugiés politiques dont l'émigration a changé le visage d'un quartier de Paris. L'histoire de Tran Dung Anh est celle des Boat People. À partir du milieu des années 1970, ils sont des centaines de milliers à quitter le Vietnam afin d'échapper à la répression politique du régime communiste. Ils fuient le plus souvent par la mer, à bord de frêles embarcations, avec pour horizon l'Europe et les États-Unis. En France, la silhouette des tours du 13e arrondissement devient pour nombre d'entre eux leur refuge. Dans ce quartier alors mal aimé, ils trouvent des logements disponibles à prix bon marché, s'y installent et font du bitume du 13e un Vietnam miniature. Pendant des décennies, les Vietnamiens de France privilégient sur le territoire de l'ancienne puissance coloniale l'assimilation totale. C'est aujourd'hui au son des tambours de la fête du Tet, le nouvel an lunaire, qu'ils revendiquent leur double identité.
Bien avant que les Vietnamiens ne transforment le 13e arrondissement, c'est dans le quartier latin, au centre de Paris, qu'ils changent le destin du Vietnam. Dans les années 1920, l'Indochine est depuis 60 ans une colonie française et le gouvernement a besoin de former les cadres de son régime. Plus de 1000 étudiants issus de familles aisées arrivent en France pour acquérir des savoirs juridiques, scientifiques et techniques inaccessibles chez eux. Les familles qui envoient leurs étudiants ou le gouvernement colonial qui offre des bourses les envoient donc à Paris. Et évidemment, la grande université à Paris, c'est bien sûr la Sorbonne. Ils étudient le droit, ils étudient les lettres. Il y a aussi l'école de médecine qui se trouve pas loin d'ici, mais également des grandes écoles tout autour dans le quartier latin, hein, que ce soit l'école normale supérieure, l'école polytechnique, l'école centrale ou l'école des mines. Pour ces étudiants, l'arrivée à Paris constitue un triple choc, climatique, culinaire, mais aussi culturel. C'est un monde qui est complètement différent. On est en Indochine dans un monde colonial avec une hiérarchie raciale très forte, une séparation entre les colons et les Indochinois. Donc même s'ils pouvaient, dans certaines circonstances, être victimes de racisme, en général, ils sont plutôt bien accueillis par les professeurs qui les encouragent. Et ils se font des camarades français. Ce qui est intéressant aussi pour les étudiants, ce sont majoritairement des hommes. Et ils peuvent aussi rencontrer des femmes et avoir des amies, femmes françaises, ce qui est absolument impossible en situation coloniale. Sur les frontons des universités, les Vietnamiens lisent chaque jour des mots qui questionnent, alors qu'ils s'apprêtent eux-mêmes à devenir l'un des rouages du système colonial. Les discussions, les rencontres politiques, la découverte du droit et de l'histoire participent à une remise en question plus radicale du colonialisme. Paris et la France deviennent le laboratoire de la modernisation politique et culturelle du Vietnam. Il y a aussi un élément important qui est le développement du sentiment national. La France a divisé l'Indochine en 3 parties pour rendre moins fort le nationalisme vietnamien. Eh bien, c'est à Paris que finalement ces étudiants qui viennent de Tonkin, de Cochinchine ou d'Annam se réunissent et parlent la même langue finalement et développent ce sentiment national. Et ce qu'ils découvrent à Paris, c'est aussi une presse relativement libre. Ils peuvent créer toutes sortes de journaux et développer toutes sortes d'idées qui ne peuvent pas être développées, notamment à Hanoï. Donc c'est à travers la France et à travers l'expérience en France qu'ils ont développé leur capacité de développer leurs idées dans le cadre d'une presse politique. Le leader communiste Ho Chi Minh mise sur ces élites formées en France pour faire entendre la voix du Vietnam à l'international. Lorsqu'en 1945, il proclame l'indépendance du Vietnam, c'est le début de 3 décennies d'instabilité. Pendant plus de 7 ans, les troupes françaises affrontent les indépendantistes durant la guerre d'Indochine afin de contrôler le nord du pays. Ho Chi Minh remporte la victoire en 1954 et entre en conflit avec la République du Sud, soutenue par les Américains, marquant le début de la guerre du Vietnam. À 10 000 km de Saigon, un quartier de Paris en porte bientôt les traces. Avec ses hautes tours et ses larges avenues, le 13e arrondissement de la capitale se distingue depuis les années 1960 de l'architecture parisienne. Avant, le quartier était une zone industrielle, une friche industrielle. Et la mairie de Paris a voulu réhabiliter le quartier. Elle a lancé une opération de rénovation urbaine qui s'appelait l'opération Italie 13. Le but, c'était de créer ces grandes tours modernes, inspirées des idées de l'architecte Le Corbusier. Mais le programme immobilier a été un échec. Personne n'a voulu habiter de ces grandes tours. Et donc le programme s'est arrêté au milieu des années 70. L'interruption du projet fige les chantiers et laisse derrière lui des immeubles fantômes.
Dans le 13e arrondissement, les tours de béton aux allures de cité inachevées restent vides ou sous-occupées. Il faut attendre la chute de Saigon le 30 avril 1975 et la victoire des communistes du Nord sur le Sud pour que le quartier trouve enfin une raison d'être. Face aux représailles imminentes, des milliers de Sud-Vietnamiens fuient par la mer, entassés sur des bateaux de fortune. Le 30 avril, tout le monde cherchait à fuir. Donc pour mes parents, c'est pareil. Donc on a pu trouver un cargo. Au bout de 3 jours, il n'y avait plus de nourriture. Le bateau, il y a un énorme trou dans la cale. Vous pouvez imaginer comme Titanic, quoi, ça va couler. Ça va couler. Donc on a demandé aux hommes, chacun son tour, faire le relais pour voilà, enlever l'eau. Au bout de 3 jours, on a vu passer un cargo danois. Après des heures de pourparlers, au début, c'était juste des femmes et enfants. Mais bien sûr, non, on ne peut pas, voilà. Soit on meurt ensemble, soit voilà, tout le monde quitte le bateau. Après des heures et des heures de pourparlers, voilà, le capitaine du cargo danois a accepté de nous accueillir tous sur son bateau. On est arrivé le 14 juillet, c'est-à-dire une date très importante, c'est la fête nationale française. Dès qu'on est arrivé à Charles de Gaulle, j'ai vu des petits drapeaux sur les bus et partout, je voyais des drapeaux français. Et je pensais que c'est pour accueillir les réfugiés. C'est pour ça que cette image-là et cette date-là a aussi marqué ma vie. Environ 120 000 boat people arrivent en France entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980. Les réfugiés sont dispatchés dans tout le pays, partout où il y a des logements disponibles. Ces boat people, ces réfugiés, quand ils sont arrivés en France, ils ont eu des difficultés pour avoir du travail. Et donc, comme solution, comme stratégie pour avoir un emploi, ben, ils ont créé leur propre affaire. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des restaurants, des supermarchés, mais aussi des salons de coiffure. Et c'est comme ça que le quartier est devenu peu à peu un quartier asiatique. C'est aussi un lieu où il y a une activité culturelle. Il y a beaucoup d'associations vietnamiennes qui sont établies toujours dans le 13e. Si vous voulez apprendre le vietnamien à vos enfants, vous allez à l'école de langue, et cette école de langue est située dans le 13e. Vous allez aussi à la bibliothèque municipale et vous avez toute une collection de livres en vietnamien. Pour ces exilés, rebâtir une existence loin de leur terre natale est un défi de chaque instant. L'assimilation, souvent abrupte, parfois brutale, impose ses règles jusqu'à la francisation de certains prénoms. Face aux difficultés, les Vietnamiens tissent des réseaux d'entraide, fondent des associations et ouvrent des commerces. Le 13e devient leur vitrine et le cœur culturel d'une communauté dispersée un peu partout en France. En banlieue parisienne, les Vietnamiens inscrivent bientôt leur culture dans le paysage. À Évry-Courcouronnes, la pagode Canaan est le plus grand temple bouddhiste d'Europe. Elle se distingue par son architecture traditionnelle vietnamienne. Des toitures en tuiles vernissées importées de Chine, des murs ocre jaune et des portails ornés de dragons et de phénix. Cette pagode, c'est un bout, c'est un morceau du Vietnam qui permet de réunir toutes les générations vietnamiennes. La construction de la pagode, entamée en 1995 grâce aux donations de la diaspora vietnamienne, a duré plus de 20 ans. D'abord, il faut trouver un terrain qui répond à nos besoins et sur notre budget ici. Deuxièmement, on peut obtenir un permis de construire. Pour ce type d'architecture, ce n'est pas facile à trouver à l'époque. Inaugurée par le Dalai Lama en 2008, avant même son achèvement, la pagode se veut autant un rendez-vous religieux que communautaire.
Dans la cour, un monument à la mémoire des boat people est érigé. On honore les morts, on prie les disparus, on cuisine ensemble et on prépare le Tet, le nouvel an lunaire. L'intégration discrète a vécu. Les exilés veulent transmettre aux jeunes nés en France la culture de leurs ancêtres. La danse de la licorne est une danse qui permet d'apporter fortune, réussite et prospérité pour les personnes qui la reçoivent. Par exemple, on peut voir au XIIIe, il y a beaucoup de danses pour le Nouvel An chinois de la licorne pour tout ce qui est nouveau magasin qui vient d'ouvrir et pour le défilé. On va essayer de faire des mouvements d'oscillation un peu dans le sens de l'infini qui permettra de rendre la licorne un peu plus vivante. Caresser porte chance, donc il faut caresser la licorne pour porter chance pour cette nouvelle année. Dans le 13e arrondissement, le défilé du Nouvel An lunaire rassemble chaque année toutes les communautés asiatiques de la capitale. Grâce à la parade, ça permet de montrer qu'à tout Paris et autres, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'étrangers, d'autres cultures comme par exemple la culture vietnamienne. Et ça fait quand même une petite fierté de savoir que tout le monde a le droit à son petit moment de gloire. La suite, c'est avec Papy, et aujourd'hui, on va se lancer un défi. On va tenter de faire des makis nous-mêmes, des maxi-makis, qu'au Japon, on appelle futomaki. Soyez donc attentifs à tous les conseils de Miki. On l'a rencontré à Tokyo. Nous nous trouvons actuellement à Tokyo, dans le quartier de Takaido, près de là où je vis. Aujourd'hui, j'ai un déjeuner chez des amis et j'ai prévu de faire des futomaki. Je me promène souvent ici. Il faut dire qu'au printemps, les cerisiers sont magnifiques. Alors je viens très souvent en admirer les fleurs. Ah, mon ami est juste là. Bonjour. Salut. Il fait pas chaud aujourd'hui, hein? C'est vrai. Tiens, c'est un voisin qui me l'a donné. Tu peux les utiliser. Vraiment? C'est gentil. Je vais pouvoir mettre ça sous les makis. C'est vrai? Tant mieux. À tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure. Tout d'abord, nous allons cuire le riz. Normalement, je mets un peu plus d'eau que de riz, mais comme aujourd'hui je vais faire du riz vinaigré, j'en ai mis moins que d'habitude. Pendant ce temps, on s'occupe de l'omelette. Je vais casser 3 œufs et y ajouter un peu de sucre. Voici une poêle qui sert spécialement à faire des omelettes. Elle permet de leur donner une forme rectangulaire, ce qui est pratique pour les makis. Le but, ça va être de l'enrouler en plusieurs couches. Mais la première fois, c'est assez difficile. Donc on va juste se contenter de la repousser dans un coin, de cette manière. On va reprendre ce qu'on a fait cuire et l'enrouler sur cette nouvelle couche. Il m'arrive d'utiliser les mains pour m'aider. Voilà, on va répéter ce processus plusieurs fois. Passons à l'assaisonnement pour le riz vinaigré. Voilà notre riz cuit. On vient incorporer le mélange vinaigré qu'on vient de faire. Après avoir bien mélangé, on s'aide d'un éventail pour faire refroidir le riz plus rapidement. Comme nous allons envelopper le riz d'une feuille d'algue, s'il est trop chaud, l'algue risque de se ramollir. Le shiso est une plante semblable au basilic.
Elle est très aromatique. Je l'apprécie beaucoup. Passons maintenant à la confection des futomaki. Ce sont de gros rouleaux bien épais. Et voici des feuilles d'algues nori. J'étale bien le riz. Je commence par le shiso. Le truc pour bien enrouler son maki, je dirais que c'est avant tout de le faire d'un seul coup. Il m'arrive de temps en temps de rater. Vous saisissez une extrémité de la natte de bambou et vous l'enroulez jusqu'à l'autre. Ça, ce sont les feuilles de bambou que m'a donné mon ami tout à l'heure. On va les utiliser comme décoration et pour qu'elles rendent le tout plus appétissant. Et voilà, mes futomaki sont prêts. Vous en avez ici avec du shiso et là sans. Bonjour tout le monde et désolé pour le retard. Ça a l'air vraiment bon. Tout le monde a cuisiné quelque chose. Ça, c'est de Mickey. Ça, c'est de Madame. Et ça, c'est de moi. Bon appétit. C'est excellent. Trop bon. Zurich, voilà notre nouvelle destination et on reste à table. Vous allez voir que manger de la saucisse en Suisse peut avoir des conséquences inattendues. En Suisse, entre fondue et chocolat, les plaisirs coupables ne manquent pas. Il y a plus de 5 siècles, à Zurich, c'est un simple coup de fourchette et des saucisses fumées qui ont enflammé tout le pays. Peter Opitz est professeur d'histoire. Il nous invite à la table de ceux qui, le 9 mars 1522, en plein cœur de la vieille ville zurichoise, se préparent à déguster un repas au parfum de scandale. L'imprimeur Christoph Froschauer avait organisé un repas. C'était un rassemblement assez improvisé, organisé à la dernière minute, où l'on partageait le pain traditionnel typique du temps du carême. Mais tout à coup, Christoph sortit 2 saucisses fumées et les posa sur la table. Et les convives les mangèrent. En ce premier dimanche de carême, la dégustation n'a rien d'un geste anodin. Cet acte était un acte tout à fait délibéré de désobéissance envers l'Église. Pendant le carême, il était interdit de manger de la viande. Seul l'évêque avait la compétence d'autoriser cette consommation. Il fallait acheter cette permission. Certaines villes l'avaient fait, mais pas Zurich. Il était donc strictement interdit d'y manger de la viande. Parmi les blasphémateurs attablés, des boulangers, un cordonnier, un tisserand, un menuisier, un tailleur de pierre et le curé de la ville. S'il ne goûte pas aux fruits défendus, à l'instar des autres convives, Ulrich Zwingli approuve du regard ce festin sacrilège. Et pour cause, le prêtre tente depuis 1519 de propager une vision réformatrice de l'Église, qu'il juge corrompue et éloignée des principes bibliques. Zwingli entra très tôt en contact avec l'humanisme et devint, au fil des années, une figure de proue de ce mouvement en Suisse et dans le sud de l'Allemagne. Cet humanisme était à la fois religieux et centré sur la Bible. Zwingli était familier avec la philosophie antique et possédait une capacité de réflexion critique, notamment à l'égard de l'Église catholique. 2 semaines après le repas provocateur devenu l'objet de toutes les conversations zurichoises, Ulrich Zwingli monte en chaire.
Ce repas de saucisse devient célèbre parce que Zwingli le met au centre de sa prédication. Il place son sermon sous la devise de la liberté de choisir sa nourriture, affirmant que chaque chrétien a la liberté de décider lui-même ce qu'il mange et quand il mange, et ce, à tout moment de l'année. Il justifie ainsi a posteriori la transgression du jeûne par les protagonistes en s'appuyant sur les Écritures. Pour le prêtre, l'interdit ne repose pas sur l'autorité de la Bible, mais sur une loi humaine et n'a donc aucune valeur. Le repas se transforme en étendard pour rallier ceux qui souhaitent réformer l'Église, et le sermon de Zwingli, publié, devient un manifeste. Si les adeptes se multiplient, le sujet divise et offusque l'Église. Le scandale, au fond, c'était de remettre en question le pouvoir de l'Église. Affirmer que l'homme, le chrétien, avait la liberté de décider lui-même quand il voulait manger ou quand il voulait jeûner, c'était ébranler les fondements de l'Église et de toute la structure du pouvoir occidental. En janvier 1523, face aux tensions qui s'exacerbent et aux troubles qui menacent, le Conseil de la ville convoque Zwingli à s'expliquer lors d'une disputatio, un débat public. Devant 600 partisans, opposants et simples curieux, le prêtre expose sa vision de la réforme de l'Église en 67 thèses. 5 ans après son homologue allemand Martin Luther, dont les thèses placardées ont bousculé l'Allemagne, Zwingli est convaincu de la nécessité de réformer l'Église catholique romaine. Après la dispute, le Conseil a décidé. Personne n'a pu réfuter Zwingli. Ainsi, il était invité à poursuivre ses prêches. C'est le point de basculement. Désormais, tous les prédicateurs vont se mettre à prêcher comme Zwingli, c'est-à-dire uniquement sur la base des Saintes Écritures. Le mouvement réformateur est lancé. Suite au repas de tous les scandales, toutes les lois sur le jeûne sont abolies. Les ecclésiastiques sont autorisés à se marier et la messe traditionnellement célébrée en latin pourra être dite en allemand. Un bouleversement initié par quelques saucisses fumées, mais qui puise ses racines dans les profondeurs de la société. À Zurich, il existait déjà auparavant un certain mécontentement, de sorte que cet événement a été, pour ainsi dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'Église n'imposait pas seulement des règles sur la manière de vivre, mais opprimait également les consciences et en tirait profit financièrement. D'autres villes de la Confédération helvétique suivent l'exemple de Zurich et de son prédicateur Zwingli. Au début, Zwingli avait l'impression que la réforme allait se répandre et s'imposer. Mais la résistance a été très violente. L'Église catholique a refusé dès le début de se réformer et même de répondre aux revendications. Elle a déclaré que les réformateurs et tous les adeptes étaient des hérétiques et qu'il fallait donc les brûler. Et c'est ce qu'ils ont fait. En Suisse centrale, des prédicateurs de la réforme ont été condamnés au bûcher. En 1529, le combat ne se joue plus sur la chaire à prêcher, mais sur les champs de bataille. La guerre oppose les cantons catholiques à ceux qu'on appelle désormais protestants, guidés par Ulrich Zwingli. Il est emporté en 1531 au combat, mais ses disciples se comptent alors par milliers. Aujourd'hui encore, chaque canton suisse a sa préférence religieuse. Un peu plus de 35% des chrétiens suisses appartiennent à l'Église évangélique réformée. Avant de nous quitter, on retourne à petite foulée à Addis Abeba pour la dînette. Tout à l'heure, je vous demandais comment l'Éthiopie s'était mise à la pétanque. Eh bien, c'est grâce aux cheminots français. À la fin du 19e siècle, l'empereur Ménélique II veut moderniser son pays. Il compte pour cela créer une ligne de chemin de fer qui relierait Addis Abeba à Djibouti, une possession française à l'époque. Les cheminots français sont donc mis à contribution pour former les cheminots éthiopiens. Ils leur apprennent la langue française, mais aussi la pétanque. Aujourd'hui, la ligne ne fonctionne plus que partiellement, mais le club des cheminots n'a pas dit son dernier mot en matière de cochonnet. Bis bald.